Tiens à tous, c'est Jean-Mi. Installez-vous tranquillement, parce qu'aujourd'hui on va pas juste parler d'un jeu de société. On va entrer dans un cycle fait de décisions tendues, de combats mal maîtrisés, de morts brutales mais avec une seule envie, celle de recommencer. Si vous connaissez Dead Cells, vous savez déjà de quoi je parle. Si ce n'est pas le cas, rassurez-vous, on va faire le tour ensemble aujourd'hui. C'est un jeu qui ne cherche pas à être confortable, il cherche à être fidèle, exigeant et profondément immersif. Donc aujourd'hui on va découvrir Dead Cells, le jeu de société. C'était un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs, des durées de partie d'environ 45 minutes, accessible dès 14 ans. Le jeu est signé Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc, ainsi que Théo Rivière. Le jeu est édité par le Scorpion Masqué. Le jeu est illustré par Laure de Chattenbourg, Xavier Guny-Durin, Robin Lagauffon et Paul Vérité. Autant dire une équipe qui n'en est pas à son coup d'essai. Dead Cells ne vous demande pas de gagner. Il vous demande de survivre un petit peu plus longtemps que la fois précédente. Chaque partie est une run complète, avec un début plein d'espoir, une montée progressive de la difficulté et souvent une fin brutale. Vous allez explorer des biomes hostiles, affronter des ennemis de plus en plus dangereux, récupérer de l'équipement, débloquer des améliorations, et apprendre à lire un jeu qui ne fera jamais de cadeau. Ce qui rend Dead Cells si particulier, c'est cette manière très frontale de traiter la mort. Ici, mourir n'a pas une punition injuste. C'est souvent une conséquence logique, presque attendue, et surtout une source de progression. Chaque run laisse une trace, vous perdez beaucoup, mais pas tout. Et ce petit quelque chose que vous gardez devient souvent la clé de la run suivante. Cela se traduit autour de la table par une expérience très spécifique. Les décisions sont rapides, souvent inconfortables. Les combats demandent de la coordination, du timing et une lecture fine des situations. La tension est constante, même quand tout semble bien se passer. Ce n'est pas un jeu qui vous laisse respirer longtemps, et c'est voulu. Installez-vous confortablement, on va voir comment ça se passe. Et nous voilà avec le jeu. Dans cette vidéo, on va parler de Dead Cells, le jeu de société. On commencera par poser les bases, le principe des runs, l'exploration des biomes, et la manière dont le jeu transforme chaque décision en risque mesuré. Ensuite, on parlera du cœur du système de combat. Avec son timing très particulier, sa gestion de la tension, et ce qui fait que chaque affrontement peut faire basculer une run entière. On parlera aussi de la progression à long terme, des schémas, des améliorations permanentes, et de cette boucle très spécifique qui pousse toujours à recommencer. On parlera aussi du mode solo pour voir ce qu'il apporte vraiment et s'il tient la route sur la durée. Et enfin, je vous donnerai mon avis complet sur ce que le jeu propose, ce qu'il fait brillamment et pour quel type de joueur il est fait selon moi. Installez-vous, on lance la run. Ce n'est pas votre première fois ici. Alors que vous reprenez vos esprits et que vous vous relevez, vous reconnaissez cet endroit. Que faites-vous ici? Comment allez-vous vous en sortir? Et surtout, allez-vous vous en sortir? Et quelle est cette odeur abominable? Ce n'est pas le moment de perdre la tête. Vous devez aller au fond de cette affaire. Quoique, vous avez probablement déjà touché le fond. Il semblerait que vous ayez besoin de vous tailler un chemin vers quelqu'un de haut placé. Ouh, mais quel bordel! Qui est censé faire le ménage ici? Nous allons commencer par la mise en place. Tout va bouger au fur et à mesure car le jeu prend de la place sur ma table, mais je vais tout vous montrer que vous ayez une idée de comment tout s'articule et comment tout fonctionne. Commencez par installer les différents plateaux. Installez le plateau mutation, le plateau annexe, le plateau combat et le plateau biome du quartier des prisonniers. Avant d'aller plus loin, une règle importante est à respecter. Ne mélangez jamais les cartes affichant ce symbole. Ces cartes doivent demeurer en ordre, et si elles venaient à être mélangées, elles sont toutes identifiées à l'aide d'une lettre et d'un chiffre pour pouvoir être replacées en ordre. Une fois les plateaux en place, passons à la préparation générale. Commencez par le plateau combat et placez le marqueur de rune sur le plateau combat sur la ligne 1. Ensuite, préparez les jetons dégâts, boucliers, dents en or, cellules et les différents états en réserve près du plateau. Placez les 3 decks de cartes amélioration et le deck de puits, ainsi que le deck de secret près du plateau. Vos premiers runs commenceront toujours dans le biome du quartier des prisonniers. Ne vous en faites pas, ce sera clairement indiqué lorsque vous pourrez commencer à partir d'un autre point de départ. Pour chaque biome, la mise en place se fait sur 2 plateaux, le plateau biome et le plateau annexe. Commençons par préparer le matériel du biome du quartier des prisonniers. Prenez toutes les cartes, ainsi que les tuiles de l'espace de rangement. Je tenais à vous dire, on va plus loin, pour tout ranger, vous avez ça qui est indiqué, avec les différentes zones où vous mettez tous les différents éléments. C'est très bien fait, très bien pensé. Vous sortez donc le contenu, les cartes monstres, les cartes élites, les cartes schémas et les tuiles du quartier des prisonniers. Nous allons maintenant détailler le plateau annexe. Commencez par les cartes monstres, mélangez-les et placez-les sur leur espace. Faites de même avec les cartes élites. Passons maintenant aux cartes schémas. Placez les cartes schémas sur leur espace. Chaque biome possède son propre deck de schéma, indiqué par la lettre B, suivi du numéro du biome. B1 pour le quartier des prisonniers. Ces cartes seront déverrouillées lors de vos parties pour être ajoutées à votre deck de cartes équipement. Pour terminer le plateau annexe, occupons-nous du deck équipement. Mélangez les cartes équipement et placez-les sur l'espace prévu. Elles sont identifiées pour le code ST suivi d'un chiffre. Elles vont vous suivre d'un biome à l'autre à chaque run. Vous allez progressivement améliorer ce deck en y ajoutant les schémas découverts pendant votre progression. Le plateau annexe est maintenant prêt. Passons au plateau biome. Commencez par préparer les tuiles.
Mélangez toutes les tuiles du quartier des prisonniers et placez-les aléatoirement, face cachée, sur l'espace du plateau selon leur forme, comme vous le voyez ici. Remettez les tuiles restantes dans la boîte. Pour terminer la mise en place, placez le groupe. Placez le jeton groupe sur l'espace de départ, complètement à gauche du plateau biome. Avant de continuer, prenons un moment pour clarifier le rôle des cartes schéma et des cartes équipement. Votre deck équipement vous accompagnera lors de votre campagne, mais il évoluera avec les cartes schéma que vous allez y ajouter. Vous pouvez imaginer les schémas comme des plans pour fabriquer du nouvel équipement. Chaque plan doit être transporté jusqu'à la fin du biome. Avec l'aide du collecteur, qui est ici, vous pourrez faire de ce schéma un véritable équipement et l'équiper. En revanche, si le groupe meurt avant la fin du biome, les schémas sont perdus avant même de pouvoir les réaliser. De cette façon, les cartes schéma deviennent des cartes équipement qui vous aideront à aller plus loin pendant vos runs. Nous allons maintenant choisir avec quel prisonnier chaque joueur va jouer. Chaque joueur prend le plateau prisonnier du prisonnier avec lequel il aimerait jouer. Une fois le choix fait, remettez tous les plateaux inutilisés dans la boîte. Le prisonnier maintenant choisi, nous allons préparer son plateau. Commencez par les pistes de progression. Prenez un marqueur parchemin de chaque couleur, vert, violet et rouge, et placez chacun d'eux sur le premier espace de la piste parchemin de sa couleur, comme ceci. Une fois les parchemins en place, préparez les points de vie. Placez le marqueur vie maximale sur le 4e cœur à partir de la gauche sur la piste de vie. Cela indique que vous commencez la partie avec 3 points de vie, comme indiqué par l'espace le plus à gauche de la piste de survie en vert. Nous allons maintenant préparer les cartes combat de votre prisonnier. Prenez son deck et mélangez-le, piochez 3 cartes. Vous pouvez les regarder, mais ne le montrez pas aux autres joueurs. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Placez ensuite le reste des cartes à gauche de votre plateau pour former votre deck. Pour compléter le plateau, donnez à chaque joueur l'aide de jeu correspondante, avec la description des icônes qui se trouvent au dos. Donnez le jeton premier joueur au joueur de votre choix. Choisir quel prisonnier jouer est la première décision que vous devez prendre dans Dead Cell. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez choisir un nouveau prisonnier chaque fois que vous jouez, si vous le désirez. Vous pouvez également changer le nombre de joueurs d'une partie à l'autre. Ne craignez pas d'expérimenter. Chaque prisonnier possède une panoplie d'aptitudes et de pouvoirs auxquels il peut avoir accès et qu'il peut déverrouiller. Pour bien comprendre tout cela, regardons maintenant le fonctionnement du plateau prisonnier. Ici, vous avez le nom, accompagné d'une courte citation. Ici, la piste de vie, les points de vie de votre prisonnier, là où vous placez vos jetons dégâts. Ici, le deck de cartes combat, l'endroit où vous placez votre deck de cartes combat face cachée. Ici, votre défausse, vous y défaussez vos cartes combat face visible. Ici, les pistes parchemin, là où vous consignez la progression de bonus liés aux aptitudes et pouvoirs de votre prisonnier pendant une run. Votre inventaire, où vous placez vos cartes équipement. Et l'espace actif, là où vous jouez votre carte active lors des combats. Attardons-nous un petit peu sur les pistes parchemin. Les pistes parchemin sont les suivantes. Survie, tactique et brutalité. Pour chaque parchemin que vous recevez en cours de partie, la procédure est toujours la même. Il vous suffit de glisser le marqueur parchemin de la couleur correspondante d'un espace vers la droite. En faisant cela, vous débloquez une nouvelle aptitude ou un nouveau pouvoir. Avant d'aller plus loin, retenez bien cette règle importante. Tout ce qui est à gauche du marqueur parchemin correspond à une aptitude active. Ces aptitudes sont cumulatives. Prenons un exemple. L'immolé commence avec 3 points de vie, car c'est la valeur située à la gauche du parchemin vert. S'il gagne un parchemin vert, le marqueur glisse vers la droite. Et l'immolé dispose alors de 3 points de vie plus 1. Si le marqueur glisse encore une fois vers la droite, le prisonnier conserve ce point de vie supplémentaire et gagne désormais une immunité contre les attaques de gel. Dans ce cas, n'oubliez pas une étape essentielle. Pensez à déplacer votre marqueur de point de vie maximal afin d'indiquer votre nouveau total de vie. Pour terminer, sachez que chaque plateau prisonnier est décrit en détail sur la carte aide du prisonnier qui lui est associé. Avant d'entrer dans les règles en détail, prenons un moment pour avoir une vue d'ensemble du jeu. Le but du jeu est le suivant. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes ici, mais peu importe, il faut sortir d'ici. Votre but est de vaincre la main du roi. Le point important à comprendre, c'est que vous ne pourrez pas réussir du premier coup. Il vous faudra plusieurs runs avant d'y parvenir. Vous êtes maintenant prêt à commencer une run. Une run est une partie simple qui se termine soit lorsqu'un membre de votre groupe est éliminé, soit lorsque vous battez un boss. Dans un jeu coopératif traditionnel, la partie se termine souvent lorsqu'un joueur est éliminé. Mais dans un jeu de type roguelite, comme Dead Cell, la mort marque la fin d'une run, mais pas la fin du jeu. En réalité, la mort n'est que le début. Chaque run va vous permettre de devenir plus fort, à la fois individuellement et comme groupe. Mais j'y reviendrai plus tard. Dans Dead Cell, un biome est une zone que le groupe doit traverser et découvrir. Un biome est composé d'espaces occupés par des rencontres, de coffres au trésor, de portes et de marchands. Le premier biome est le quartier des prisonniers. Vous avez terminé un biome lorsque vous rejoignez l'une des 2 portes de sortie. À chaque fois que vous traversez 2 biomes, vous affrontez un boss. Seule la victoire vous permet d'avancer et d'aller plus loin dans vos runs. 2 petits exemples pour comprendre ce qu'est un run. Le groupe débute dans le quartier des prisonniers. Il se déplace et à un moment donné, un membre est éliminé. C'est immédiatement la fin de votre run. Le groupe débute dans le quartier des prisonniers.
Il se rend jusqu'aux égouts toxiques, se bat contre le concierge, et gagne ou perd. Et dans les deux cas, c'est la fin de votre run. Au fil de votre progression dans les biomes, vous trouverez de nombreux objets. Votre besace est l'endroit où vous conservez vos biens les plus précieux. Toutes les dents en or, les potions, les cellules vont dans votre besace. Tous les objets pillés au cours des combats y vont également, de façon temporaire. Pendant que votre groupe se déplace dans chaque biome, vous suivez toujours 3 étapes simples lors de l'exploration. Le déplacement, vous progressez à travers le biome, un espace à la fois. Retournez ou dévoilez, vous retournez la tuile sur ce nouvel espace, puis vous suivez ses instructions. Mort ou vif, vous vérifiez le statut de votre groupe pour savoir si vous pouvez continuer ou non. Parlons un petit peu du déplacement. Cette étape consiste à effectuer les actions suivantes dans l'ordre. Tout d'abord, vous choisissez une voie à prendre, en respectant les règles de mouvement. Enfin, assurez-vous que vous possédez les bonnes runes pour emprunter le corridor, comme ici. Puis, vous faites les tests demandés s'il y en a, et enfin, vous placez le jeton groupe sur un nouvel espace. C'est ici que sont situées les runes sur ce plateau-là. Si un corridor est bloqué par un symbole de rune, le groupe doit la posséder. Pour cela, le côté actif de la carte correspondante doit être visible sur le plateau que je viens de vous montrer, le plateau des mutations. Si ce n'est pas le cas, le groupe devra emprunter un autre chemin. Nous allons maintenant parler de la deuxième étape de l'exploration, qui est retourner et dévoiler. Une fois que vous avez déplacé votre jeton groupe dans un nouvel espace, vous devez retourner la tuile présente dans cet espace, puis résoudre immédiatement les effets. Vous avez les tuiles trésors et les tuiles trésors maudits. Pour les tuiles trésors, vous retournez la tuile et vous prenez immédiatement la récompense indiquée dans la réserve. Comme vous voyez ici, je reviens un petit peu plus tard sur les icônes. Pour la tuile trésor maudit, vous retournez la tuile et vous prenez la récompense dans la réserve, puis vous subissez les conséquences. Ici, nous avons les tuiles marchands. Chaque tuile marchand indique 3 informations. Ce qui peut être acheté, le coût de cet achat, le nombre de fois que le groupe a effectué cet achat. Les tuiles rencontre et rencontre élite. Lorsque vous retournez une tuile rencontre ou une tuile rencontre élite, cela correspond à la première étape de la phase de combat du jeu. Ces tuiles indiquent qui vous allez affronter et comment mettre en place ce combat. Je reviendrai un petit peu plus tard. Ici, ce sont des tuiles portes. Cela vous permet de découvrir de nouveaux horizons et de faire des rencontres intéressantes. Ici, c'est une tuile téléportation. La tuile téléportation apparaît dans des biomes plus lointains. Pour l'instant, vous ne savez pas encore vous en servir. Une fois les effets de la tuile résolus, passez à la 3e étape, mort ou vif. 2 cas sont possibles. Si tous les membres du groupe sont toujours en vie, vous répétez les étapes 1, 2 et 3. Si au moins un membre du groupe est mort, c'est la fin de votre run. Je vous expliquerai de ça, bien sûr, un petit peu plus tard. Voyons un petit peu différentes icônes que vous pouvez trouver sur les tuiles. Ici, premier joueur. Lorsque cette icône est attachée à une autre icône, cela signifie que son effet n'affecte que le premier joueur. Cela peut être une bonne chose ou une mauvaise. Quoi qu'il en soit, cet effet ne peut pas être assigné à un autre joueur. Ici, changement de premier joueur. Dès que cette icône est dévoilée, le jeton premier joueur passe immédiatement au joueur suivant dans le sens horaire. C'est toujours la première action qui a lieu. Ici, soit ou. Lorsque vous voyez cette ligne, vous ne pouvez choisir qu'une seule des options présentes. Si l'une des 2 options comporte un test, vous devez réussir ce test pour pouvoir choisir cette option. Ici, c'est l'équipement. Lorsque cette icône apparaît, prenez la carte du dessus du deck de cartes équipement. Donnez cette carte à un prisonnier afin qu'il équipe. Ici, ce sont les schémas. Lorsque cette icône est révélée, prenez une carte schéma au-dessous du deck de cartes schéma. Placez-le sur l'espace collecteur du plateau mutation. Cette carte sera disponible pendant la phase interbiome. Ici, c'est une dent en or. Pour chaque icône dent en or, prenez un jeton dent en or et placez-le dans la besace. Parchemin, comme ici par exemple, ou encore là. Lorsque cette icône apparaît, glissez un parchemin de la couleur indiquée d'un espace vers la droite, sur le plateau prisonnier d'un joueur. Ici, nous avons les fioles. Retirez immédiatement un jeton dégâts de la piste vide d'un prisonnier. Ici, les cellules. Pour chaque icône cellule, prenez un jeton et placez-le dans votre besace. Vous avez aussi des tuiles avec ce symbole-là, qui est le symbole des potions. Vous prenez un jeton potion et vous le placez dans la besace du groupe. Ce jeton peut être défaussé pour enlever tous les jetons dégâts d'un plateau prisonnier. Au cours de combat lors de la ronde 0, en utilisant l'action piller. Ici, c'est les runes. Vous retournez la carte rune correspondante sur le plateau mutation. La façon d'utiliser la rune est indiquée sur la carte. Cette rune reste en votre possession pour toujours. Ici, que vous retrouvez également là, c'est un test. Lorsque cette icône apparaît, vous devez effectuer un test. Nous allons maintenant voir comment fonctionnent les tests. Faire un test signifie que vous mettez vos compétences de survie, de tactique ou de brutalité à l'épreuve. Réussir un test vous permet d'emprunter le chemin choisi ou d'obtenir un bonus. En revanche, un échec peut vous empêcher de prendre ce chemin ou même vous causer des dégâts. Il existe 2 types de tests que vous serez amené à effectuer. Le test de main et le test de deck. Ils fonctionnent de manière similaire, mais avec des conséquences différentes. Lorsque la couronne est présente
sur un des symboles et pas sur le point d'interrogation, c'est un test de main. Dans ce cas, vous regardez la main du premier joueur. Si le premier joueur peut défausser de sa main une carte combat porte le symbole requis, alors le groupe réussit le test. Si le premier joueur n'a aucune carte portant ce symbole, le groupe échoue au test. Si ce test se trouvait dans un corridor d'un plateau biome, le groupe ne peut pas emprunter ce corridor et doit alors choisir un itinéraire différent. Donc, lorsque ce symbole est visible, c'est un test de deck. Dans ce cas, le premier joueur tire la première carte du dessus de son deck de cartes combat. Si la carte affiche l'un des symboles indiqués, le premier joueur gagne la récompense indiquée. Si la carte n'affiche aucun symbole, il ne gagne rien. Dans tous les cas, la carte tirée est défaussée. Contrairement à un test de main, échouer à un test de deck ne vous empêche jamais d'emprunter un corridor. Vous pouvez donc toujours prendre le chemin de votre choix. Par exemple ici, si je prends la première carte de mon deck, j'ai ce symbole-là, je réussirai ce test-là. Une fois le test résolu, les joueurs prennent des cartes jusqu'à en avoir 3 en main. S'il n'y a plus de cartes dans votre deck de cartes combat, mélangez les cartes de votre défausse, placez ensuite cette défausse face cachée dans votre espace de deck de cartes combat, puis tirez le nombre de cartes requis. Nous allons maintenant entrer dans la phase de combat. Et qui combattons-nous? Pendant un combat, le groupe affronte des ennemis. Ce terme regroupe les monstres, les élites, les boss et les cartes spéciales des boss. Soyez vigilants, ces termes sont importants, car certains équipements ou certaines attaques peuvent cibler un type d'ennemi spécifique, comme les élites uniquement. Une fois que vous avez dévoilé une tuile rencontre, vous allez suivre les instructions qui s'y trouvent, du haut vers le bas. Vous placez les ennemis. Pour chaque icône présente sur la tuile, prenez une carte du deck de cartes monstres ou élites, selon l'icône. Monstres normaux. Ici, des monstres élites. Placez les cartes face visibles, une à la fois sur le plateau combat, en respectant l'ordre indiqué sur la tuile rencontre. Par exemple, ici, la carte du dessus du deck monstre est tirée et placée face visible sur l'espace 1. Ici, et ensuite, la carte suivante est tirée du deck de monstre et placée face visible sur l'espace 2. Placez le ou les jetons butins indiqués sur l'espace du groupe du plateau combat. Ici, et vous le placez là. S'il s'agit d'un schéma, prenez la carte schéma en dessous de ce deck et placez-la sur l'espace groupe. Donc là, ça ferait comme ceci. Vous les placez comme cela. Une carte monstre possède une icône de position spéciale. Si une carte a cette icône, elle est placée à gauche du groupe. Si une carte a cette icône, elle est placée sur le 3e espace à la droite du groupe. Dans tous les cas, débutez toujours par l'espace indiqué. Imaginons que j'ai retourné 7 tuiles. En premier, je vais tirer un élite. Je le tire, et il a cette icône-là. Il a été tiré en premier, mais son icône spéciale pour sa position indique qu'il doit se trouver sur cet espace. Ensuite, c'est un monstre normal. C'est encore un grenadier, qui est placé comme normalement dans cet espace. Si un ennemi possédant une icône de position spéciale est révélé et que l'espace correspondant est déjà occupé, placez ce nouvel ennemi comme vous le feriez avec un ennemi sans icône spéciale. Nous allons maintenant regarder de plus près le plateau combat. Le plateau combat correspond à l'endroit où va se dérouler ce dernier. Ici, nous avons le marqueur de ronde de combat. C'est ici que vous suivez la progression du combat en avançant le marqueur de ronde de combat. Ici, c'est l'espace groupe. Il représente la position physique du groupe par rapport aux monstres impliqués dans le combat. C'est également l'endroit où le butin est placé. Ces 3 espaces sont les espaces monstres. C'est là où sont placées les cartes monstres. Leur position est indiquée soit sur la tuile rencontre, soit directement sur les cartes monstres. Ici, c'est l'espace mur vide. Il est utilisé lorsqu'un combat requiert la présence de ce jeton. Certaines cartes équipement, comme par exemple la rapière, ainsi que certains éléments de jeu, ont un effet particulier si le mur ou le vide est présent pendant un combat. Ici, c'est l'espace de fin de ronde. Il indique les actions qui se déroulent à la fin de chaque round de combat. Maintenant que le plateau de combat est clair, regardons comment lire les cartes utilisées pendant celle de combat. Commençons par les cartes combat. Ici, le symbole de test. Les symboles de test sont utilisés lorsque les joueurs doivent effectuer un test. Ici, prisonnier et nom de la carte. Cette information indique soit le prisonnier à qui la carte appartient, soit le type d'attaque associé à cette carte. Ici, les numéros de ronde, qui indiquent la ronde de combat dans laquelle chaque action a lieu. Ici, les actions. Elles indiquent les actions qui ont lieu pendant cette ronde. Et ici, ce sont des icônes de portée. Elles indiquent la portée de l'action, c'est-à-dire quels monstres sont touchés par l'attaque. Passons maintenant aux cartes monstres. Ici, la vie. Le nombre dans l'icône cœur indique combien de dégâts doivent être faits au monstre pour le tuer. Ici, son nom. C'est le nom du monstre, tout simplement. Ici, c'est l'icône élite. Si le monstre est un élite, il aura un symbole d'étoile à cet endroit-là. Ici, le numéro de ronde indique la ronde de combat dans laquelle chaque action a lieu. Ici, les actions indiquent les actions qui ont lieu pendant cette ronde. Icône de ronde 4. Cette action a lieu à la fin du combat si le monstre est toujours vivant. Et ici, mort indique la récompense ou la pénalité pour le groupe s'il arrive à éliminer le monstre. Une fois que vous avez mis en place le plateau combat, en suivant les indications de la tuile rencontre, vous êtes maintenant prêt pour passer au combat. Avant chaque combat, il y a une brève phase de préparation. Durant cette phase, les joueurs déterminent leur stratégie générale. Cette période de discussion est encadrée par 3 règles importantes. Cette période doit être brève, c'est-à-dire moins d'1 minute. N'oubliez pas que vous êtes en train de vous faire attaquer.
Ce n'est pas le moment de discuter longuement. Les joueurs peuvent discuter de leurs priorités, par exemple quel monstre cibler ou à quoi faire attention. En revanche, les joueurs ne peuvent pas discuter des icônes présentes sur les cartes. Une fois la discussion terminée, les joueurs vont maintenant jouer les cartes combat depuis leurs mains. Il y aura toujours exactement 3 cartes combat jouées, quel que soit le nombre de joueurs. En commençant par le premier joueur, puis en continuant dans le sens horaire, chaque joueur doit effectuer les étapes suivantes. Choisir une carte combat dans sa main, annoncer une action qui sera effectuée et la ronde de combat durant laquelle l'action aura lieu. Par exemple, je vais infliger des dégâts à la ronde 2 ou je vais piller à la ronde 3. Les actions possibles pour les prisonniers sont les suivantes. Assigner des dégâts, bloquer, piller, utiliser une aptitude, assigner un état, soigner. Ensuite, vous placez cette carte face cachée sur l'espace actif de leur plateau prisonnier. Je vous rappelle, à cet endroit-là. Une fois que les 3 cartes combat ont été jouées de cette façon, les joueurs dévoilent la carte qu'ils ont jouée et le combat peut enfin commencer. Avant d'aller plus loin, la façon de jouer les cartes dépend du nombre de joueurs. Dans une partie à 2 joueurs, le premier joueur joue 2 cartes, l'autre joueur joue une carte. Tous les effets qui s'appliquent à la carte du premier joueur n'affectent que la première carte jouée. À la fin du combat, lorsque les 2 cartes du premier joueur sont défaussées, la première carte jouée est défaussée en premier, puis la seconde est défaussée par-dessus. Dans une partie à 3 joueurs, chaque joueur joue une carte. Dans une partie à 4 joueurs, seules 3 cartes combat peuvent être jouées. Les joueurs choisissent ensemble qui jouera une carte et quel joueur passera son tour. Le premier joueur doit obligatoirement participer au combat et ne peut pas passer son tour. Une fois ce choix fait, les cartes sont jouées normalement jusqu'au tour du joueur qui passe. Lorsque vient le tour du joueur qui passe son tour, au lieu de jouer une carte combat, il révèle la carte du dessus de son deck de cartes combat. Si cette carte affiche un symbole, le joueur avance le parchemin de cette couleur d'un espace sur son plateau prisonnier. Si la carte affiche plus d'un symbole, le joueur choisit un symbole de son choix. Si la carte n'affiche aucun symbole, aucun parchemin ne se déplace. Dans tous les cas, la carte révélée est défaussée. Ensuite, le joueur peut défausser autant de cartes de sa main qu'il le souhaite, puis piocher autant de cartes depuis son deck pour les remplacer. Un joueur qui passe son tour ne participe pas au combat. Il ne subit donc aucun dégât, mais ne bénéficie pas non plus des butins obtenus durant ce combat. Nous entrons maintenant dans la phase de combat. Un combat se déroule sur plusieurs rondes de combat. Ronde 1, ronde 2 et ronde 3. Lors de chaque ronde de combat, tous les prisonniers et tous les monstres exécutent l'action indiquée dans l'espace correspondant à cette ronde sur leur carte combat, équipement ou carte monstre. Les actions du groupe sont résolues en commençant par le premier joueur, puis en continuant dans le sens horaire. Les actions de monstres sont résolues de gauche à droite. Là, j'ai mis des cartes pour vous montrer, mais c'est les monstres qui sont ici, bien entendu. Et en suivant l'ordre du plateau combat. Retenez bien cette règle fondamentale. Le combat se déroule toujours de gauche à droite, en suivant l'ordre du plateau. Si un monstre est présent dans l'espace le plus à gauche du plateau combat, il résout son action en premier. C'est-à-dire qu'on part de là, ici, puis ici. Une fois l'action résolue, ou s'il n'y a pas de monstre sur cet espace, les résolutions passent au groupe. Puis à chaque monstre suivant, en allant progressivement vers la droite. Toutes les actions présentes sur les cartes combat et sur les cartes monstres doivent être résolues si possible. Avant la ronde 1, il existe une ronde spéciale, appelée ronde 0. Cette ronde a lieu uniquement si de l'équipement, des aptitudes ou des monstres portant l'icône correspondante sont en jeu. La règle d'or du combat s'applique normalement. Les joueurs peuvent entreprendre autant d'actions de ronde 0 qu'ils en ont. Les actions sont résolues dans l'ordre du tour. La ronde 0 est également un moment où le groupe peut utiliser des potions. Pour cela, défausser simplement un jeton potion, puis retirer tous les dégâts d'un plateau prisonnier. Cette icône, à côté de votre action sur votre carte combat, indique quel monstre vous pouvez atteindre avec vos attaques. Tous les espaces blancs sont des cibles valides pour votre attaque. Mais à moins d'indications contraires sur l'attaque elle-même, un seul monstre est atteint à la fois. Vous voyez ici ou encore là. Si un monstre est éliminé et que sa carte est retirée du plateau combat, les attaques atteignant cet espace n'ont pas d'effet. Certaines actions peuvent être entreprises à la fois par les prisonniers et par les monstres. Ce symbole de dégâts. L'action de prisonnier, c'est vous assigner un jeton dégâts sur la carte du monstre désigné. Si le nombre total de jetons dégâts sur cette carte est égal ou supérieur à la vie du monstre, celui-ci est éliminé. Si c'est le monstre, assignez un jeton dégâts sur la piste de vie d'un prisonnier ou d'un compagnon. Le premier joueur a toujours le dernier mot sur le choix de la cible. Si tous les espaces à gauche du marqueur de vie maximum sont remplis de jetons dégâts, ce prisonnier est éliminé. Ici, c'est bloqué. Action de prisonnier, placez un jeton bouclier sur votre plateau prisonnier. Chaque bouclier permet de prévenir un dégât. Il suffit de défausser un jeton bouclier pour annuler un dégât au lieu de l'assigner. Pour le monstre, vous assignez un jeton bouclier sur la carte monstre. L'effet du jeton bouclier est le même que celui que je viens de vous décrire. Prisonnier et monstre peuvent avoir plusieurs jetons boucliers. Le jeton bouclier ne bloque pas les états, comme empoisonné ou gelé. Toute attaque déclenchée par un prisonnier qui subit un dégât est annulée si ce dégât est bloqué par un bouclier. Tous les jetons boucliers sont retirés des plateaux à la fin du combat. Certaines actions sont réservées aux prisonniers par contre. Ici, nous avons donc aptitude. Une action d'aptitude permet d'activer une aptitude de votre plateau prisonnier situé à gauche d'un parchemin, ou une aptitude d'un équipement en votre possession. Effectuer une action d'aptitude n'est jamais obligatoire. Si votre action comporte plus d'une icône, elles peuvent être utilisées pour activer des aptitudes différentes, soit activer les mêmes aptitudes plusieurs fois. Ici, nous avons piller. L'action piller permet de prendre tous les butins d'un même type présents sur l'espace groupe du plateau combat et de les placer dans la besace du groupe. Par exemple, si c'est comme ça,
S'il a 2 dents en or et une cellule, le joueur doit choisir soit les dents, soit la cellule. Les parchemins et l'équipement pillés seront assignés à un prisonnier au choix du groupe à la fin du combat. Ou vous pouvez utiliser votre action de pied pour assigner une potion à un prisonnier, défausser un jeton potion, puis retirer tous les jetons de dégâts de ce prisonnier. Il se peut aussi que certains prisonniers ou ennemis peuvent être immunisés contre certains états. Dans ce cas, le jeton d'état n'est pas assigné et n'a aucun effet, comme par exemple sur le plateau de ce prisonnier-là. Il est toutefois possible d'assigner un état à un personnage qui est immunisé afin d'annuler cet effet. Les états fonctionnent de la même manière pour les prisonniers et les ennemis. Il suffit de placer le jeton état approprié sur la carte ennemie ou sur le plateau prisonnier. Vous voyez, ce sont ces différents jetons que vous placez, par exemple, comme ceci. Avec empoisonné, vous assignez un jeton dégâts pour chaque jeton empoisonné pendant la phase de fin de ronde, de chaque ronde de combat. Avec l'état ensanglanté, tout prisonnier ou ennemi avec un jeton ensanglanté après la ronde de combat est éliminé. Enflammé, le premier jeton enflammé n'a aucun effet. Dès qu'un second jeton enflammé est assigné, le prisonnier ou l'ennemi est immédiatement éliminé. Gelé, le jeton gelé est placé sur la prochaine ligne de combat contenant une action. Le personnage gelé ne résout aucune action durant cette ronde. Ciblé, tout prisonnier ou ennemi ciblé reçoit un dégât supplémentaire par jeton ciblé à chaque fois qu'il subit un dégât pour le reste du combat. Nous allons maintenant voir comment fonctionnent les équipements pendant un combat. Il existe 3 grands types d'équipements. Commençons par l'équipement programmé. Ces objets sont utilisés lors de rondes de combat spécifiques et se divisent en 2 catégories. Vous avez les équipements portant ce symbole. Ils peuvent être utilisés à la ronde de combat indiquée à la place de l'action indiquée sur la carte combat du prisonnier. Autrement dit, vous remplacez l'action de votre carte combat par l'effet de cet équipement. Reprenons l'exemple de l'arc du geôlier. Il peut être utilisé pour infliger un dégât à un ennemi dans la portée indiquée à la ronde indiquée au lieu d'une action de carte de combat. Vous avez ensuite les équipements portant le symbole plus qui fonctionnent différemment. Leur effet s'ajoute à l'action du prisonnier pour cette ronde de combat. En plus de l'action du prisonnier, l'épée large ajoute un dégât à la ronde 3 dans la portée indiquée. Il est toutefois important de respecter ces règles. Un seul équipement programmé peut être utilisé par prisonnier, par carte de combat, à chaque ronde de combat. Un même équipement programmé ne peut jamais être utilisé 2 fois dans la même ronde de combat, même dans une partie à 2 joueurs avec plusieurs cartes jouées. Passons maintenant aux objets d'aptitude. Un objet possédant une aptitude peut être activé en utilisant une action aptitude. L'effet exact de l'objet est toujours décrit sur la carte. Par exemple, le hachoir. Le hachoir peut être activé à l'aide d'une action aptitude pour placer un jeton ensanglanté sur un ennemi à la portée indiquée. Le troisième type est l'équipement toujours actif. Ces équipements ont des effets qui se déclenchent automatiquement pendant un combat. Ils peuvent être déclenchés plusieurs fois au cours de la même ronde, chaque fois que leur condition est remplie. Par exemple, le bouclier de dégagement. Le bouclier de dégagement assigne 1 de dégâts chaque fois qu'un bouclier est utilisé. Nous allons maintenant parler des compagnons. Les compagnons sont équipés comme de l'équipement et nécessitent donc un emplacement d'équipement libre. Voici leurs règles spécifiques. Les compagnons de points de vie peuvent subir des dégâts. Lorsqu'un compagnon est tué, c'est-à-dire qu'il a reçu autant ou plus de dégâts que son total de vie, il est défaussé dans la défausse des cartes équipement. Les compagnons ne peuvent pas recevoir de bouclier, ne peuvent pas subir d'état, ne peuvent pas être guéris. Je ne vous en montre pas pour vous laisser la surprise. Voyons maintenant ce qu'il se passe lorsqu'un monstre est éliminé. Lorsqu'un monstre est vaincu, prenez immédiatement le bonus d'élimination. Cela correspond à toutes les récompenses indiquées dans l'espace mort au bas de la carte monstre. Placez ces objets dans la besace du groupe. S'il y a une icône de dégâts, ce dégât est également assigné à un prisonnier. Une fois cela fait, retirez la carte monstre du plateau combat. Placez-la dans la défausse du plateau annexe. À cet endroit-là, l'espace occupé par le monstre éliminé reste vide jusqu'à la phase de fin de ronde. Même si tous les monstres ont été éliminés, le combat n'est pas encore terminé. L'élimination de tous les monstres ne supprime ni les états, ni leur effet. Vous devez jouer toutes les rondes de combat jusqu'à la fin du combat. Cela signifie que les états continuent d'avoir leur effet, les prisonniers peuvent effectuer des actions, notamment pour piller. Les actions d'aptitude peuvent être ignorées, comme je vous ai dit précédemment. Une fois que le dernier monstre a résolu son action pour la ronde de combat, appliquez les effets de fin de ronde. Ces effets sont résolus comme toujours de gauche à droite. Assignez un jeton dégâts pour chaque jeton empoisonné présent sur chaque plateau prisonnier et chaque carte monstre. S'il existe des espaces libres à droite de l'espace groupe, déplacez les monstres vers le groupe pour combler ces espaces. Un ennemi situé sur le dernier espace à droite avance de 2 espaces. Avance de 2 espaces si les 2 autres cases sont vides. Ne déplacez jamais les monstres au-delà du groupe, c'est-à-dire sur l'espace situé à sa gauche. Une fois la ronde terminée, commencez la ronde de combat suivante, en repartant de l'extrémité gauche du plateau de combat. Si vous atteignez la fin de la ronde 3 et que les monstres sont encore présents sur le plateau de combat, appliquez les effets indiqués dans l'espace de fin de ronde, pas les espaces là-bas. Assignez également un jeton dégâts pour chaque jeton poison. Tout monstre prisonnier affecté par un sanglaté est éliminé et retiré du plateau. Tout monstre encore présent, qui possède une icône ronde 4, effectue ses actions pour cette ronde. Une fois le combat terminé, effectuez les étapes suivantes. Assignez les parchemins, les fioles et l'équipement pied aux prisonniers ayant participé au combat. Les schémas pieds sont placés sur l'espace collecteur du plateau de mutation. Les joueurs ayant passé leur tour ne reçoivent pas de butin.
défausser les monstres non éliminés, défausser tout butin non pillé. Les schémas non utilisés sont placés sous le deck de cartes schéma. Chaque joueur reprend ses cartes combat, jusqu'à en avoir 3 en main. Défausser tous les jetons d'état et tous les boucliers sur les plateaux prisonniers. Défausser la carte active de chaque prisonnier. Petite précision sur les équipements que je vous ai pas encore fait. Les cartes équipements sont un élément clé de l'arsenal de votre groupe. Chaque prisonnier commence la partie avec un seul espace équipement disponible. Cela signifie qu'il ne peut équiper qu'un seul équipement jusqu'à ce que de nouveaux espaces soient débloqués. Lorsque vous gagnez une carte équipement, vous devez l'équiper en la plaçant dans le premier espace disponible, en bas à gauche de le plateau prisonnier. Vous pouvez défausser autant d'équipements que vous le souhaitez. Une fois équipée, une carte équipement ne peut pas être condamnée ni échangée avec un autre prisonnier. Je vais vous clarifier ce que signifie mourir dans le jeu. Si à tout moment, pendant un combat ou à tout autre moment, la piste de vie d'un membre du groupe est entièrement remplie par des jetons de dégâts, c'est-à-dire à gauche du marqueur vie maximal, alors ce prisonnier est éliminé. Dans ce cas, votre run se termine. Notez un point important, si un prisonnier est éliminé pendant un combat, vous devez quand même terminer ce combat. Voyons maintenant comment on termine un biome. Si vous avez survécu à tous vos combats et que vous vous êtes rendu à une des 2 sorties, félicitations, vous avez traversé le biome. Vous pouvez maintenant entreprendre la phase interbiome, puis le biome suivant ou le boss suivant. L'interbiome est un endroit où vous pouvez reprendre votre souffle. Si le groupe a placé des schémas sur l'espace collecteur, il doit maintenant les prendre et les placer gratuitement sur le dessus du deck de cartes équipement. N'oubliez pas, maintenant ces schémas font partie de votre deck équipement de façon permanente. Ne les remettez jamais dans le deck des cartes schémas. Une fois ceci fait, vous allez pouvoir visiter le marché. Chaque personnage dans la section interbiome fournit au groupe différents objets qu'il peut acheter, comme pour les tuiles marchands. Ce qui peut être acheté, pour combien et combien de fois, est indiqué sur chaque personnage. Une fois les achats terminés, les cartes équipement restantes sont défaussées, et toute carte schéma restante est placée en dessous du deck de cartes schéma. Une fois l'interbiome terminé, vous passez au biome suivant. Vous retirez le biome que votre groupe vient de terminer, c'est-à-dire ce plateau-là. Vous mettez en place le biome ou le boss indiqué par la sortie empruntée. Remettez toutes les tuiles biome, ainsi que les cartes monstres, y compris les élites, et les schémas du biome que vous venez de finir, dans leur section de la boîte. Les cartes équipement, elles, demeurent où elles sont. Ensuite, suivez les règles de mise en place comme je vous ai expliqué, mais cette fois avec le contenu du prochain biome que vous allez explorer. Si, par contre, vous avez emprunté une porte menant à un boss, vous allez procéder comme suit. Prenez la feuille de référence du boss et suivez les instructions de mise en place, comme par exemple celui-ci. Les informations spécifiques au boss sont sur cette feuille, mais certaines règles sont communes à tous les combats contre un boss. Le boss est un ennemi, pas un monstre. Donc, tous les effets qui affectent les ennemis sont résolus. Tous les effets qui affectent les monstres ou élites sont ignorés. Cela signifie que le boss n'avance pas automatiquement vers le groupe à la fin de chaque ronde. Les combats contre un boss se déroulent pendant plusieurs manches. Une manche correspond à toutes les rondes de combat de 0 à 4. La ronde 0 n'est jouée qu'au début du combat et au début de chaque nouvelle instance de boss. Par exemple, le concierge et lorsque le concierge devient furieux. Quand vous arrivez à la fin de la ronde 3 ou 4, commencez une nouvelle manche en tirant une nouvelle carte combat de votre deck, donnant le jeton au premier joueur en suivant l'ordre de jeu, et jouant de nouvelles cartes combat face cachée devant vous. Il vous faudra probablement un certain nombre de manches pour vaincre un boss. Revenons quelques instants au marché, que je vous parle un petit peu plus en détail de cela, ça va vous aider pour les boss justement. Avec le guérisseur, le groupe peut payer la quantité de dents en or indiquée pour enlever un jeton dégâts du plateau prisonnier de son choix. Le marchand, prenez et révélez autant de cartes du dessus de deck du carte équipement qu'indiqué, par exemple une pour le marchand niveau 0. Ensuite, achetez autant que vous voulez au prix indiqué. Le prisonnier de votre choix les reçoit immédiatement. Et le collecteur, prenez et révélez autant de cartes du dessus de deck de cartes schéma qu'indiqué. Par exemple, 1 pour le collecteur niveau 0. Achetez-en autant que vous voulez pour le prix indiqué. Revenons maintenant au boss, après cet interlude. Chacun des boss est affronté en au moins 2 étapes, représentées par les 2 côtés de la carte boss, que je vous laisse le plaisir de découvrir. La feuille de référence vous indique sur lequel des côtés le boss commence le combat. La première fois qu'une étape de boss est vaincue, la manche se termine normalement, tous les états et boucliers sont retirés du boss. Vous retournez la carte boss, vous défaussez toutes les cartes combat actives des prisonniers et prenez une nouvelle carte combat. Le combat recommence avec la nouvelle étape de boss à partir de la ronde 0. Un combat de boss peut se terminer de 2 façons. Un prisonnier ou plus meurt. Si cela se produit, vous avez perdu. Et le combat de boss se termine à la fin de la manche en cours. Le boss meurt. Le combat de boss se termine immédiatement une fois le boss vaincu. Si cela se produit, vous remportez le combat et votre run se termine. Tous les prisonniers doivent être vivants lorsque le boss meurt pour que cela soit compté comme une victoire. Bonne chance, même si la chance ne vous aidera pas beaucoup. Passons maintenant à ce qu'il se passe à la fin d'une run. La mort. Donc vous êtes mort, ne soyez pas triste, le meilleur reste à venir. Votre périple ne fait que commencer. Vous pouvez maintenant dépenser des cellules pour revenir encore plus fort. Mais la mort a un prix. Votre groupe doit suivre les étapes suivantes. Défausser tous les objets dans la besace du groupe à l'exception des cellules. Les cartes équipement dans la besace sont mélangées aux cartes de deck équipement. Les cartes schéma dans la besace sont placées sous le deck de cartes schéma. Prenez tous les schémas présents sur l'espace collecteur et placez-les sous le deck de cartes schéma du dernier biome traversé. Défaussez toutes les cartes équipement actuellement sur les plateaux prisonniers et mélangez-les dans le deck de cartes équipement. Oui,
Les schémas gagnés pendant cette run font désormais partie de façon permanente de votre deck équipement. Retirez tous les jetons état, boucliers et dommages du plateau prisonnier, puis remettez tous les marqueurs parchemin à leur position de départ. Si contre toute attente vous avez réussi à tuer un boss, félicitations. Consultez la section victoire de la feuille de référence du boss pour savoir ce que vous avez gagné. Nous arrivons au moment où il faut que je vous parle du plateau mutation. Le plateau mutation est l'endroit où vous placez les cartes achetées avec vos cellules à la fin de votre run. C'est également la façon dont le jeu sauvegarde la progression de votre groupe d'un run à l'autre. Les cartes placées sur ce plateau sont permanentes et ne sont jamais perdues lorsque votre groupe est éliminé. Ici, vous avez les runes. Votre groupe peut gagner des runes au cours d'une run. Lorsque vous découvrez une rune, retournez la carte correspondante sur le plateau mutation pour que son côté coloré soit visible. L'espace début de partie. Les cartes placées dans ces pochettes donnent des avantages permanents au groupe avant le début d'une run. Lorsque vous commencez une nouvelle run, assurez-vous d'appliquer ces bonus. Durant la partie, les cartes placées ici donnent un avantage permanent pendant une run. Gardez-les en tête lors de l'exploration des biomes et des combats contre les boss. Habilité. Votre groupe ne peut en avoir qu'une seule à la fois. Ces cartes expliquent comment remplacer votre habilité actuelle si vous le souhaitez. Cellule de boss. Éliminez la main du roi pour découvrir ce que fait cet espace. Après plusieurs runs, il est possible que vous manquiez d'espace libre sur le plateau mutation. Si cela arrive, de choix s'offre à vous. Retirez une carte déjà présente sur le plateau et perdre son bénéfice, ou ne pas placer de nouvelles cartes. La carte retirée ou non placée doit être rangée avec les decks prisonniers. Vous pouvez choisir de la remettre sur le plateau mutation lors de futures runs. Lorsque vous avez terminé de jouer, laissez toutes les cartes dans leur pochette de plateau mutation et repliez-le pour le fermer. Cela laissera l'état de votre partie intact et vos améliorations resteront en place pour les parties à venir. Nous allons maintenant voir comment dépenser vos cellules à la fin d'une run. Il existe deux façons de le faire. Les decks amélioration et le puits. Les cellules ne sont pas conservées d'une run à l'autre. Toutes les cellules restantes sont défaussées et perdues. Il existe 3 decks d'amélioration, survie, tactique et brutalité. Ces decks offrent au groupe des possibilités d'améliorer ses chances de survie au cours des futures runs. Ils correspondent aux mêmes 3 aptitudes que celles des pistes parchemin sur vos plateaux. Les améliorations obtenues dans ces decks vous aideront, et donc dans chacun de ces 3 aspects. Vous pouvez dépenser les cellules de votre besace pour acheter autant d'améliorations que vous le souhaitez. Au début de la partie, chaque carte amélioration coûte 2 cellules, comme indiqué sur le dessus de chaque deck. Il existe, de façon globale, 3 types de cartes amélioration. Mutation permanente. Ces cartes sont glissées dans une case du plateau mutation et procureront un effet permanent au groupe. Il ne peut y avoir qu'une seule carte, à la fois par case. Les cartes combat améliorées. Celles-ci sont données aux prisonniers de votre choix, qui les incorporeront à leur deck de cartes combat. Toutes ces cartes doivent être utilisées pendant vos prochains runs. Les cartes combat améliorées peuvent être réassignées à n'importe quel prisonnier avant un run. Sentez-vous libre d'expérimenter. Vous avez des cartes instructions. Vous n'avez qu'à suivre les instructions écrites sur ces cartes. Les cartes exploits. Si vous obtenez une carte exploit, vous pouvez la placer sur le plateau mutation en suivant les instructions sur la carte. Cette carte est une tâche optionnelle que vous pouvez réaliser durant vos runs. Vous avez également le puits. Et vous pouvez choisir de jeter une cellule dans le mystérieux puits. Les joueurs peuvent le faire autant de fois qu'ils veulent. Qui sait ce qui pourrait arriver? Le deck de combat de votre prisonnier commence avec 6 cartes, avec le code ST. Il va s'étoffer lorsque vous y ajouterez des cartes combat améliorées. Votre deck n'a pas un nombre maximal de cartes, mais il ne peut jamais contenir moins de 6 cartes. Vous ne pouvez pas retirer les cartes de votre deck de façon permanente, à moins qu'un élément de jeu vous demande d'utiliser l'action purge. Cela consiste à retirer une carte du jeu et la glisser dans la fente spéciale du rangement de la boîte. Et vous pouvez, comme indiqué dans le livret de règles, réinitialiser totalement votre jeu. Vous avez également, à la fin du livret de règles, si vous avez le moindre doute, comment se déroule un combat. C'est très bien fait, c'est très instructif. Donc je vous invite à regarder ça. Je vais pas vous le faire en exemple, mais vous l'avez là. Les combats sont assez simples, j'espère que j'ai été clair, parce qu'il y a quand même pas mal d'informations. Nous allons maintenant voir comment jouer en solo. Dans ce mode, vous êtes accompagné par Sérénade. Placez le plateau de Sérénade face pouvoir visible à droite de le plateau prisonnier. Laissez un espace suffisamment large pour votre défausse de carte combat. Placez ensuite le marqueur Sérénade sur le premier emplacement. Mélangez les 3 cartes de combat de Sérénade, puis placez les faces cachées pour former un deck. Donnez un jeton au premier joueur au prisonnier. Notez cependant que Sérénade peut recevoir le rôle de premier joueur au cours de votre run. Sérénade n'a pas d'espace équipement. Aucun équipement ne peut lui être assigné. Lors d'un combat en mode solo, le prisonnier commence toujours. Le prisonnier joue ses cartes combat normalement. Ensuite, révélez la carte du dessus du deck de combat de Sérénade. Cette carte détermine les actions de combat que Sérénade va entreprendre. En plus de l'action indiquée sur sa carte combat, elle dispose d'un pouvoir spécial. Ce pouvoir dépend du symbole présent sur la carte au-dessus de la défausse du prisonnier et de la ronde indiquée. S'il n'y a aucune carte dans la défausse du prisonnier, Sérénade n'active aucun pouvoir spécial. Si la carte de la défausse contient plus d'un symbole, le joueur choisit lequel utiliser. S'il n'y a aucun symbole, Sérénade ne fait rien. À la fin du combat, défaussez la carte du dessus du deck, face cachée à droite de son plateau. Puis défaussez toutes les cartes combat du prisonnier dans l'ordre où elles ont été jouées. Les dégâts de Sérénade sont assignés directement sur son plateau. Elle ne possède que 4 points de vie. Assignez donc les dégâts avec attention. Sérénade peut se faire assigner des états, subir tout autre effet. Sérénade peut également recevoir des récompenses. Sérénade peut recevoir un parchemin obtenu au cours de la partie. Elle peut être guérie avec des potions si le jeu le permet.
Elle peut recevoir des cartes amélioration. Avant de faire un test, quel que soit son type, le prisonnier reprend le jeton premier joueur s'il ne l'a plus. Le prisonnier joue toujours 2 cartes comme le fait le premier joueur dans une partie à 2 joueurs. Sérénade est considérée comme un prisonnier. Si elle meurt, la run se termine. Dès que le parchemin de Sérénade dépasse l'espace transformation, donc ici, le plateau est retourné pour que son côté mêlé soit visible. Sérénade est entièrement guérie de ses dégâts, ses cartes combat sont placées dans le même ordre que sur son côté précédent. Vous avez un autre plateau. Et elle vous aide vraiment pour le jeu solo. Juste avant de passer à mon avis complet, si cette vidéo vous aide à mieux comprendre Dead Cell, ou simplement si vous aimez ce format, le meilleur moyen de soutenir la chaîne est très simple. Pensez à laisser un like, à vous abonner si c'est pas encore fait, et activez la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et surtout dites-moi en commentaire, avez-vous déjà joué au jeu, si vous l'avez affronté en solo ou en coop, et jusqu'où vous avez réussi à aller avant que la run ne s'arrête. Maintenant que c'est fait, on passe à mon avis. Il y a des jeux que l'on sort pour passer un bon moment, puis il y a ceux que l'on affronte. Dead Cell ne cherche jamais à être confortable. Il ne cherche pas non plus à séduire par une simplicité trompeuse. Dès l'instant où l'on installe le matériel sur la table, une chose est claire, ce jeu ne sera pas là pour vous rassurer. Il sera là pour vous mettre à l'épreuve, run après run, décision après décision. Et c'est précisément ce qui fait toute sa force. Ce qui frappe, immédiatement, c'est la sensation de jouer une run complète, et non une simple partie de jeu de société. Tout est pensé pour que l'expérience soit cyclique, imparfaite, parfois frustrante, mais toujours formatrice. On avance, on prend des risques, on improvise, on commet des erreurs, et parfois on meurt brutalement. Mais contrairement à beaucoup de jeux punitifs, Dead Cell ne transforme jamais l'échec en frustration stérile. La mort n'est pas une fin humiliante, c'est une étape logique du parcours. On quitte la table avec cette impression étrange, avoir perdu, certes, mais avoir compris quelque chose de plus lors de la run précédente. Le jeu vous apprend à mieux jouer, sans jamais vous expliquer comment faire. Il vous laisse expérimenter, vous tromper, et même progresser par vous-même. L'attention est omniprésente, mais elle n'est jamais artificielle. Elle est naturellement de la structure même du jeu. Lors de l'exploration, chaque déplacement est un pari. Avancer d'un espace, retourner une tuile, accepter un combat supplémentaire, tout cela semble anodin jusqu'au moment où la situation dégénère. Le jeu excelle dans cet art de faire monter la pression lentement, presque sournoisement. Les combats, eux, sont de véritables moments de crispation. Les cartes sont jouées face cachée, les intentions sont annoncées sans être totalement révélées, et lorsque la résolution commence, il n'y a plus aucune place pour l'improvisation. L'ordre de résolution, strict et implacable, transforme chaque erreur de timing en conséquence immédiate. Le rythme est rapide, sec, presque nerveux. Les phases de discussion sont volontairement limitées, empêchant toute suranalyse. On ressent une urgence permanente, comme si le jeu nous soufflait à l'oreille. Décidez vite, vous êtes déjà en retard. Là où Dead Cell impressionne véritablement, c'est dans la fusion totale entre ses mécaniques et son thème. Chaque règle raconte quelque chose. La structure des runs, la part quasi totale à la mort, les schémas à sécuriser, les améliorations permanentes, les difficultés qui ne disparaissent jamais vraiment. Tout fait écho à l'expérience du jeu vidéo original, sans jamais la copier bêtement. Le système de combat avec ses rondes et son ordre de résolution de gauche à droite évoque directement la lecture des patterns ennemis et la gestion du timing. Les états, les boucliers, les positions sur le plateau combat, tout participe à cette sensation de lutte permanente contre un environnement hostile. On ne ressent jamais de dissonance ludonarrative. On ne se dit jamais « cette règle est là, juste pour équilibrer le jeu ». Chaque mécanique a une raison d'exister dans l'univers du jeu. Soyons clairs, Dead Cell n'est pas accessible à tous. Il demande de l'attention, de la rigueur et une certaine tolérance à l'échec. Les premières parties peuvent sembler écrasantes, tant les informations et les possibilités sont nombreuses. Mais la courbe d'apprentissage est remarquablement bien construite. Le jeu ne vous noie pas sous des exceptions absurdes. Il vous confronte simplement à des situations complexes. Et avec le temps, ces situations deviennent plus lisibles. On apprend à mieux lire le plateau, à anticiper les combats, à optimiser les décisions collectives. Ce n'est pas un jeu qui devient plus facile, c'est vous qui devenez meilleur. La jouabilité est immense, mais surtout significative. Chaque nouvelle run n'est pas seulement différente par sa configuration, elle l'est par les choix que vous faites et les erreurs que vous évitez ou répétez. Les biomes, les embranchements, les tuiles, les prisonniers, les decks évolutifs et les boss créent une variété quasi inépuisable. Même lorsque vous connaissez bien le jeu, il parvient encore à vous surprendre, souvent au pire moment possible. Cette précision, cette imprévisibilité maîtrisée qui donne envie de recommencer toujours. Visuellement, le jeu est une réussite éclatante. La direction artistique reprend l'ADN du jeu vidéo tout en l'adoptant parfaitement au format plateau. Les couleurs sont vives sans être agressives, l'illustration riche sans être confuse. Tout reste lisible, les icônes sont claires, les plateaux bien organisés, et l'ensemble dégage une vraie présence sur la table. C'est un jeu qu'on le remarque immédiatement, même avant d'y jouer. Le matériel est à la hauteur de l'ambition du jeu. Les cartes sont épaisses, les plateaux solides, les jetons nombreux et résistants. Tout est pensé pour encaisser des dizaines, voire des centaines de runs. Rien ne donne l'impression d'avoir été économisé. Le mode solo mérite une attention toute particulière. Sérénade n'est pas un simple substitut de joueur, mais une entité à part entière avec ses propres mécaniques, sa propre fragilité et une vraie influence sur la partie. L'attention reste intacte, même parfois plus forte. Et car toutes les décisions reposent sur un seul joueur. Le jeu ne triche pas pour vous faciliter la tâche, il reste exigeant, cohérent et profondément engageant. C'est un véritable mode solo pensé dès la conception et non ajouté en fin de développement. Dead Cell s'adresse avant tout à des joueurs appréciant les jeux coopératifs exigeants, acceptant l'échec comme une composante du plaisir, aimant les systèmes riches et interconnectés, sensibles aux expériences immersives étendues. C'est un jeu qui demande de l'investissement, mais qui le rend au centuple. Dead Cell n'est pas simplement une bonne adaptation, c'est une œuvre ludique à part entière, qui comprend parfaitement ce qu'elle adapte et pourquoi elle l'adapte. Un jeu dur,
Parfois cruel, mais toujours honnête. Un jeu qui vous pousse dans vos retranchements, vous fait tomber, puis vous murmure « encore une run ?» Et puis au fond, c'est exactement ce que l'on entendait de lui. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vais vous dire bonne partie et bon jeu.